Pour moi, la psychologie, elle s'entraîne, elle se répète, et donc comprendre les clés de nos mécanismes perso, pour moi, ça devrait être quelque chose d'automatisé dans nos sociétés. Est-ce que tu as déjà ressenti ce mal-être ? Tu sais, quand tu te dis que c'est dans la tête et que ça va passer. Quand tu ne sais pas vraiment à qui en parler, même quand ça devient trop compliqué. Et parfois, c'est un de tes proches qui est en souffrance psychologique. D'ailleurs, tu t'es peut-être déjà senti démuni, à ne pas trop savoir quoi faire. Et consulter un psychologue, tu t'es déjà demandé comment ça se passait concrètement ? Toutes les 2 semaines, je reçois des personnalités, des experts et des anonymes pour plonger ensemble dans des discussions intimes et simples autour de la santé mentale. Une série où chacun pourra trouver un écho à son propre parcours. Parce que la santé mentale, c'est aussi important que la santé physique. Je suis Vicky et tu écoutes Cavan, le podcast lancé par Santé Psy étudiant qui libère la parole sur la santé mentale. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Cavan et aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Eddie De Pretto. Chanteur, auteur et compositeur, c'est en 2017 qu'Eddie se fait connaître avec le titre Kid. Une chanson forte dans laquelle il partage sa propre histoire et revendique notamment le respect de l'identité de chacun. Aujourd'hui, il revient avec un 3e album, Crash Cœur, qui malgré des textes forts, se veut plus doux que les précédents. Un album d'amour, comme il le dit si bien, l'amour sous toutes ses formes. Bonjour Eddie et merci d'être là. Salut. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. On va parler de toi, mais on va aussi beaucoup parler de santé mentale. Du coup, j'ai une première question et je pense que c'est la plus importante, c'est comment tu vas ? Et si tu étais une émotion, laquelle tu serais ? Je vais plutôt bien. Je sors de ma première partie de tournée, donc de 20 dates dans pas mal de villes de France, et dont 2 Olympias. Et je t'avoue que ça, c'est la meilleure des choses pour moi. C'est comme une ordonnance chez le médecin. Ça me met beaucoup d'assurance, de confiance en moi, et donc c'est des jours qui paraissent beaucoup plus lumineux pour moi. Donc je suis un peu dans cette énergie, j'essaie de garder au maximum cette énergie-là. Après, je t'avoue que j'ai un peu d'angoisse aussi, un peu d'anxiété par rapport au futur, parce que les festivals arrivent, c'est jamais notre public exactement pareil que dans nos salles, donc il va falloir challenger énormément des nouveaux gens pour les rallier à ma cause. Donc il y a aussi un peu et voir aussi si le spectacle que j'ai créé, entre guillemets, pour mon public va marcher aussi pour un autre public. Donc ça, c'est un peu la curiosité que j'ai. Et puis après, pour le futur, on a un Bercy, et c'est mon premier Bercy, donc ça crée énormément de bonheur aussi, mais il y a aussi pas mal de stress par rapport à ça. Un petit mélange de bonheur et de peur. Voilà, c'est un melting pot de merde et de joie. Mais après, c'est ta thérapie une fois que tu y es au final. Ouais, je fais vraiment ce métier pour la scène. C'est vraiment quelque chose que j'ai commencé par le théâtre depuis petit. Il y a quelque chose où je me sens le plus vivant, le plus sincèrement moi, entre guillemets, quand je suis sur scène. En tout cas, j'ai pas l'impression de devoir tricher ou de pouvoir tricher face à des gens. C'est là où j'excelle, c'est là où je me sens véritablement la personne et au bon endroit, quoi. Il me semble que la santé mentale, c'est un sujet qui te tient à cœur. Je trouve qu'en écoutant ton nouvel album, on s'en rend compte. J'ai l'impression qu'il y a un changement entre les premiers albums et celui-là, comme s'il y avait quelque chose qui avait changé. Et j'aimerais savoir aujourd'hui, quel est ton rapport avec la santé mentale ? Quelle place elle a pour toi ? Est-ce que c'est important et qu'est-ce que ça représente, la santé mentale, pour toi ? La santé mentale, elle a toujours pris énormément de place dans ma vie. Depuis très jeune, j'ai fait des séances de psychologie dès petit. Par exemple, quand mes parents se sont séparés, c'est des choses naturellement où ma mère m'a mis pour éviter justement d'avoir des traumas au maximum. Après, la différence peut-être entre ce 3e album et les 2 premiers, c'est que les 2 premiers, il y avait une recherche d'identité, de qui j'étais, comment j'étais, pourquoi j'étais. Même si j'ai tenté de l'assumer sur le 2e au maximum, d'être bizarre et de l'assumer au maximum comme ça. C'était toujours quelque chose d'assez intime et tout. Là, pour moi, le 3e est tout aussi intime, mais il y a quand même cette notion d'aller mieux. C'est-à-dire comment on se relève de toutes ces recherches et toutes ces années où on ne s'est pas senti exactement bien dans nos pompes. Quand on est un enfant ou un ado qui rase les murs du couloir du lycée parce que on n'a pas envie que les autres, la confrontation des autres soit trop violente parce qu'on n'est pas exactement comme tous les ados, et ben c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et à mettre derrière moi. Et donc ces 2 premiers albums,
Ils m'ont aidé à me définir, ils m'ont aidé à assumer qui j'étais et à en être fier, parce que beaucoup de Français m'ont suivi dans cette histoire. Maintenant, comment on se renouvelle? Qu'est-ce qu'on met comme énergie, comme direction? Et ce troisième album était important pour moi là-dessus, c'est un peu une quête du bonheur, quoi. Comment, avec toutes les merdes que j'ai racontées auparavant, avec mon éducation, mon environnement un peu chaotique, avec mon homosexualité, avec ce patriarcat qui prend énormément de place, sur la virilité, sur comment je dois être en tant que petit garçon, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a dit ça? J'avais besoin de, un peu comme un coach de vie personnelle, de me dire, ok, qu'est-ce que je mets en place au quotidien pour aller mieux, tout bêtement. Et qu'est-ce que tu as mis en place du coup? J'essaie de créer des espaces un peu rassurants et en tout cas un peu paisibles, parce que je suis de nature quand même assez anxieuse. Du coup, ouais, c'est ça, c'est mettre des choses en place, c'est ne pas avoir peur de dire les choses aussi à mon entourage, à moi-même aussi, faire une thérapie. Et puis parfois, il y a un truc, et ça c'est mon petit trick à moi, et je le dis notamment dans une chanson qui s'appelle Être bien, c'est faire aussi un peu semblant. Je crois que le semblant attire un peu aussi le fait de tromper un peu ses downs. Je m'explique. On peut parfois avoir des envies ou des idées un peu sombres qui surgissent comme ça de nulle part, un moment, un soir, un mot, un SMS. Et parfois, tenter de se dire, ok, je tente de mettre ça peut-être pas tout de suite. Alors, parfois, c'est bien de le vivre aussi. Mais quand tu peux faire passer au-dessus, parfois, ça peut, le fake it, tu vois, peut totalement tromper le truc et te dire, allez, je passe à autre chose, je décale le truc, je verrai plus tard. Là, j'y arrive pas. Là, j'ai pas la réponse tout de suite, tu vois. Donc ça, c'est des choses que j'ai mis en... Je fais pas tout le temps faux, enfin, je mens pas tout le temps. Pas tout le temps fake. Ouais, voilà. Mais parfois, sur des petits trucs, ça peut faire du bien. Parce que sinon, c'est tout le temps le cauchemar. Oui, sinon, t'es tout le temps dans le négatif et c'est pas forcément bon non plus. C'est ça. Parfois, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, c'est des choses que... il faut tromper un peu ses mécanismes. Moi, j'ai grandi et je crois qu'en tant que Français, on a tous... on a une éducation quand même pas mal négative sur pas mal de points. En tout cas, on est très critique. On a vraiment une culture où on est toujours un peu ronchon. On aime dire que les choses n'ont pas les bonnes. Nanani, ça aurait pu être mieux. Et en fait, tenter un peu à la Los Angeles vibe, c'est-à-dire de décaler un peu le truc en mode, hey, ça c'est peut-être nul, mais de l'autre côté, il y a ça, il y a ça. Et en fait, mettre juste le point sur les choses positives parfois. Et ça, je te jure que ça peut te changer ta journée. Petit à petit, tu apprends que, on dirait un coaching de vie, mais petit à petit, tu apprends en fait à tromper tes mécanismes cérébraux et en fait à voir le soleil partout. Oui, parce qu'il y a des choses qu'on voit même plus, je pense, même au quotidien, des choses qui sont hyper positives et il faut apprendre un peu à se réjouir peut-être des petites choses. Rien qu'il fait beau aujourd'hui, c'est cool, il fait beau. Exactement, c'est ce que je me suis dit en venant, tu vois. Il fait beau, c'est 2 fois dans l'année, profitons-en. Il y a des choses comme ça, ouais. Mettre le doigt sur les choses qui vont te guider, qui vont te motiver à faire cette journée plutôt que le contraire. Alors après, il y a des journées où tout est merdique, t'as des catastrophes dans ta vie, t'as des crashs et tu peux pas faire autrement. Il faut aussi, je pense, l'accepter pour pouvoir se relever. Mais quand on parle de petits trucs en fait, qui s'additionnent et qui deviennent de la merde, il faut savoir mettre un peu des œillères, quoi. On est un peu... Il y a énormément de merde aujourd'hui, on est que imbibé de ça minute par minute, donc il faut savoir un peu s'extraire de ça, je pense. Et tu dirais, du coup, que tu as peut-être créé une petite bulle un peu sécurisante, une petite bulle un peu saine, ou... Est-ce que tes amis ont une place importante dans cette bulle, justement, d'avoir des amis... fiable qui forme un peu ton socle hyper solide sur lequel tu peux te... Énormément, j'ai des amis très proches, ça fait 20 ans qu'on se connaît, j'ai pas trop changé d'amis parce que plus j'ai eu accès à ce milieu de la musique, des soirées et tout, plus je me suis dit, waouh, là pour le coup c'est un peu faux. Du coup je vais pas fausser le truc, je vais capitaliser au max sur mes vrais amis, quoi, qui ont toujours été là depuis le début. Et donc ça c'est des choses qui moi me rassurent énormément et qui me font le plus de bien en effet. Mais comme je dis dans une chanson aussi, ils ont un peu tous quitté la capitale, tous mes potes, donc on se voit de moins en moins, mais dès qu'on peut se voir, c'est sûr que c'est des choses qui font beaucoup de bien, ouais. Et donc oui, tu te raccroches à eux, et je crois que tes amis en plus sont psychologues pour la plupart. Ouais, il y en a pas mal. Est-ce que ça aide? Alors je sais pas si ça aide, mais en tout
cas, ouais, je pense que c'est une éducation personnelle de pouvoir voir les choses en face, quoi, de savoir comprendre au mieux les mécanismes, tu vois, de pouvoir un peu, parfois quand c'est le flou dans ta vie, où tu cherches des réponses, tu cherches pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi aussi tu as des systèmes de répétition, pourquoi tu crées toujours les mêmes merdes, pourquoi tu as toujours les mêmes types de mecs, pourquoi tu tombes que sur des toxic boys, enfin voilà. Et en fait, tu essaies de comprendre des choses avec un peu de distance. Et c'est vrai que mes potes ont ramené un recul sur comment regarder une situation, comment l'analyser. Et ça, c'est des choses qui ont été toujours autour de moi, naturellement, parce que elles étaient là avec moi et on a grandi ensemble. Donc du coup, toutes leurs études et tout, on mettait un peu ça en expérimentation. T'as été un peu le cobaye. Ouais, j'étais... Voyons voir qu'est-ce qui marche. Exactement, j'étais le cobaye psy de mes potes. Je m'allongeais sur le divan et puis... Non, mais en vrai, naturellement, un café et même un dîner, c'était des choses où on aimait aussi refaire un peu le monde et aussi nos psychologies, nos façons de penser, nos liens qu'on fait avec les choses. Du coup, tu as fait un gros travail sur toi-même, même pour apprendre à te connaître, apprendre tes émotions, les accepter. Énormément, ouais. J'ai fait beaucoup. Mais depuis petit, comme je te disais, j'ai fait pas mal de thérapie. Et aussi, c'est tout bête, mais l'écriture, tu vois, c'est beaucoup de temps seul, c'est beaucoup de temps face à toi, c'est beaucoup de moments où tu cherches quoi dire, quelles sont tes questions personnelles. Et ça, je crois que ça développe pas mal ton cerveau à savoir te connaître. Alors, je dis pas que je me connais par cœur, je pense que j'espère que j'aurai encore des bonnes surprises, mais ça m'a grave aidé. Et après aussi, un truc tout bête auquel je pense, c'est que découvrir son homosexualité quand on est jeune, ça nous met quand même dans un cadre où on n'appartient pas à la norme. C'est-à-dire que on n'est pas dans la masse de façon... on sent qu'il y a pas mal d'endroits où tout n'est pas fait pour nous. C'est-à-dire que les blagues seront de fait homophobes, enfin, il y aura énormément de choses qui seront un peu mises contre nous. Et donc ça, cette solitude que ça crée, de ne pas être dans le groupe d'appartenance au maximum avec les gens les plus populaires, qui sont hétéros et qui ont les plus beaux couples et qui jouent au foot et qui sont exactement comme on attend qu'ils soient naturellement, ça a développé aussi une solitude extrême qui a développé énormément de recul sur soi. Comment réussir à se construire dans la solitude, dans comment s'adapter, comment mettre le masque aussi dans des sociétés qui ne sont pas exactement faites pour nous. Ça, c'est des choses qui m'ont fait énormément évoluer. Est-ce que c'est parce qu'on se remet aussi beaucoup en question? On se demande pourquoi moi je suis homosexuel et alors que les autres non? Pourquoi je suis différent? Est-ce que c'est parce qu'en fait on se remet hyper en question? Déjà, énormément. On se demande envers nous, pourquoi ça arrive à nous, qu'est-ce qui va pas chez nous, qu'est-ce que j'ai mal mangé, qu'est-ce que j'ai... Tout bêtement, c'est contre nous au départ. En tout cas, moi j'ai grandi dans les années 2000, donc c'était ces questions-là à l'époque. Aujourd'hui, j'espère que les questions peuvent être un peu plus fluides et beaucoup mieux accompagnées. Et on était beaucoup moins informés aussi. Même les réseaux sociaux, malgré le mal qu'ils ont apporté, ils ont apporté aussi beaucoup de positifs. Énormément. Non, mais... Parce qu'en fait, on voit tout, on comprend tout. Énormément. Le côté pédagogique des réseaux sociaux et même de Internet, ça a fait énormément, je pense, évoluer même nos jeunes générations sur les visibilités, rien que ça, tu vois, voir qu'on n'est pas seul. Voilà, et voir qu'en fait le groupe de populaire avec que des BG et des belles gosses, en fait c'est pas le monde, c'est juste un petit bol de gens qui sont encensés parce que ils sont cool et que, mais en fait ça représente pas le monde. Et justement, on parlait de ce socle très important de tes amis avec qui tu as pu parler, avec qui vous avez pu aussi vous challenger sur cette recherche un peu de soi-même. On n'a pas forcément tous ce socle amical ou même familial. Et il y en a qui n'osent pas encore aller voir le psy, et le psy peut prendre cette place. Pourtant, qu'est-ce que tu aimerais dire à ces jeunes justement qui n'osent pas passer le cap, qui se disent que c'est un peu pour les fous, que c'est encore hyper tabou? Écoute, pour moi, naturellement, je dirais que c'est comme de la gymnastique, tu vois, comment entraîner son cerveau, en fait, à apprendre à se connaître, à apprendre à avoir les clés de soi, en fait. Comme pour courir, plus tu courras vite, plus tu t'entraîneras, plus tu réussiras. C'est un peu pareil, en fait. Pour moi, la psychologie, elle s'entraîne, elle se répète. Et donc, comprendre les clés de nos mécanismes perso, pour moi, ça devrait être quelque chose d'automatisé dans nos sociétés. Plus on sera connaisseur de comprendre qui l'on est au quotidien,
mieux on aura des sociétés qui se comprendront les uns avec les autres, tu vois, et qui seront un petit peu moins, j'espère, dans cette agressivité, dans cette impulsivité quotidienne. Je crois, en tout cas, je l'espère. Et justement, tu penses qu'il manque quoi aujourd'hui pour que tout le monde soit à l'aise avec sa santé mentale et même le fait d'aller voir un psy, mais parfois on n'a pas forcément besoin d'aller jusqu'au psy. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Je pense que c'est l'éducation générale, tu vois, c'est une éducation, mais de plus en plus, je trouve que c'est un thème qui est dans les tendances, on va dire, oui. Donc tant mieux. Parfois, tant mieux, la tendance peut aider à, tu vois, on disait à une époque que j'entendais des vieux dire ah bah maintenant, les gays, on les voit partout, c'est à la mode, tu vois. Bah, franchement, si ça peut aider à faire avancer et à faire comprendre aux gens en fait que bah, c'est pas des monstres reclus dans le marais, tant mieux. Donc c'est un peu les bénéfices des réseaux sociaux aussi. Complètement. Donc la santé mentale, c'est pareil, tant mieux que ça soit à la mode aujourd'hui, qu'on en parle. J'espère que ça va faire évoluer nos mœurs, nos sociétés. Mais bizarrement, tu vois, moi j'ai 3 potes psychologues et j'ai aucun pote garçon dans la psychologie. J'ai beaucoup plus de filles, et même moi quand je vais voir des psys, en tout cas ça a toujours beaucoup plus été des filles. Je crois qu'aussi dans nos éducations, on a un truc de genre là-dedans, c'est qu'on autorise beaucoup plus à nos filles de penser à leurs émotions, à de dire, c'est-à-dire oh là là, aujourd'hui je suis pas très bien, nanani. Et les garçons, moi j'ai été éduqué dans un endroit où on me laissait pas tant dire comment je me porte, comment je me sens. Ta question du début, elle était rare, en tout cas on pouvait, c'était un ça va, oui ça va, ouais, comme ça. Donc je pense qu'il faut qu'on avance là-dessus, il faut qu'on soit dans tous les milieux, même dans les milieux les plus isolés, on doit aussi avoir la liberté de pouvoir parler de sa santé mentale, même quand on est un petit garçon et qu'on est destiné à je ne sais quel job parce que ses parents font ce job, eh ben, il faut que ça puisse être ouvert à tout le monde. Complètement, mais c'est vrai qu'on le voit pour échanger avec beaucoup de psys qui sont notamment avec nous, bah, ils le disent qu'en fait 80% c'est des femmes et 20% c'est des hommes. Il y a encore un gros sujet et ils n'arrivent pas à passer le cap. En patient? Ouais, en patient. Ah ouais, mais ça c'est dingue, tu vois. Mais il y a vraiment une différence énorme. Bah, ouais. Bah ça dit tout, quoi. C'est genre, oui, pour beaucoup les femmes, plus normal, de femmes on prennent soin de bah merde, ça j'ai raté, merde, ça j'ai encore merdé, je me suis encore pris un mur, donc je vais peut-être aller consulter, tu vois, et c'est ok. Un mec, c'est rare. C'est moins naturel. Moi je pourrais en compter 2, peut-être des potes à moi, tu pareil. vois. Et donc voilà, il faut vraiment banaliser, en tout cas normaliser que ça puisse être ok d'y aller. C'est pas un ordre, mais que ça soit plus ok, accepté. Et du coup, j'aimerais continuer cette discussion sur l'importance, on en parlait tout à l'heure, d'accepter qui on est. On l'a évoqué en introduction, ta première chanson Kid, elle est sortie en 2017. C'est quand même un cri du cœur pour dénoncer les injonctions à la virilité qu'on impose aux hommes. Tu dis que tu en as souffert étant enfant. Aujourd'hui, tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais est-ce que tu as réussi à accepter qui tu es et à t'aimer ? Je pense, ouais. Je crois que j'ai fait ce chemin-là. Alors, oui et non en même temps. Il y a encore des choses où je crois que je mérite un peu de grandir, encore sur des sujets. Mon métier me rend quand même fier tu vois, de... Mais ça fait partie de toi, de toute ça façon, fait partie de moi, voilà. Et ouais, mais c'est pas tout le monde. Il y a de la chance, il y a du mérite, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu pour arriver à... aussi, il y a du travail, talent, voilà. Ouais. Mais c'est un méli-mélo de choses un peu qui se mélangent, on ne sait pas d'où. Et je suis ravi de ça et je crois que ça me pousse à m'aimer davantage, tu vois. J'avais des rêves plein la tête et je me disais, je veux faire ce métier. Aujourd'hui, quand je me dis que je fais ce métier et qu'en plus, j'aide en plus certaines personnes à avancer, ça, c'est genre tout gagné pour moi. Et t'as toujours réussi à être fier ou c'est très récent ? C'est dans le temps que ça s'est fait. Professionnellement, en tout cas, quand j'ai mis ce mot-là, c'est le fait aussi de s'inscrire sur plusieurs albums, le fait de continuer à écrire l'histoire, c'est quelque chose qui, moi, me rend assez heureux de ça. Après, sur les choses un peu personnelles, il y a des choses encore sur lesquelles je dois travailler. Quel est ton parcours aujourd'hui pour t'accepter, pour en arriver là et réussir à regarder en arrière et se dire « Waouh, le chemin parcouru, bravo et je suis fière de moi ». Alors, je ne sais pas si on s'accepte totalement. Comme je te disais, il y a encore des choses sur lesquelles je reste pas mal complexé ou bloqué. Et tu essaies de les travailler, ces choses-là ou Ouais, tu j'essaie. C'est de l'orfèvrerie pour moi, la quête du bonheur. On nous vend tellement la stabilité là-dedans, tu vois. On nous vend tellement le fait que potentiellement tu vas toucher le bonheur et hop, wouh,
wouh, let's go, everybody. Mais en fait, pas du tout. Et tant mieux, tu vois. C'est un peu les roller coasters, le truc. Et je crois qu'il faut aussi jouer avec ça. Et plus tu comprends que c'est les roller coasters, plus tes loopings, ils sont chamés de ouf, quoi. Est-ce que tu penses que tu avais peut-être un peu peur aussi au début de ta carrière que ça se stoppe, justement? Et c'est peut-être ça qui faisait que tu n'arrivais peut-être pas à apprécier... Et que maintenant, aujourd'hui, comme tu disais, tu as fait 3 albums, tu fais beaucoup de concerts, des festivals. C'est peut-être un peu plus inscrit, un peu plus solide. Ouais, après, nos carrières, faut toujours jouer Oui. à tout niveau. À chaque album, c'est vraiment quelque chose que tu sais pas où ça va aller, tu sais pas comment ça va être reçu. Donc franchement, là-dessus, il y a pas de... J'aime bien regarder le chemin passé parce que lui, on est sûr qu'il ne changera plus. Le futur, on verra, tu vois. En tout cas, j'essaye de gravir les échelons petit à petit. Et est-ce que tu penses que de s'accepter, ça passe forcément par accepter ses émotions et les accepter telles qu'elles sont plutôt que d'essayer de les refouler, de les mettre de côté? Ah oui, je pense que c'est s'écouter au maximum quand même. Tout à l'heure, je parlais de faker les choses. Ça marche sur des petites choses de la journée. Mais quand tu as des vrais sujets, des vrais troubles, des vraies ruptures, je pense qu'il faut les mettre en face de soi, justement. Il y a des gens qui sont capables de mettre les choses, enfin en tout cas qui paraissent l'air capable de mettre les choses sur les côtés. J'en connais. Tant mieux pour eux, mais je crois qu'à un moment... Ça dure un temps. Moi, en tout cas, je conseille quand même de voir les choses. En tout cas, c'est ce que j'applique pour moi, de voir les choses, de savoir en tout cas tenter de les traduire, en fait. Comprendre d'où ça vient, pourquoi c'est là. Comprendre d'où ça vient, pourquoi c'est là, pourquoi tu refais les mêmes histoires. Est-ce que le fait de t'aimer, ça a changé ton rapport aux autres? Je pense, ouais. Mais je pense que ça s'inscrit un peu chez pas mal de gens. Je me suis beaucoup défini aussi par le travail et ça me fait beaucoup de bien aussi. Le retour sur investissement, entre guillemets, il est très bon. Plus je me définis par ça et en tout cas, plus j'arrive à mes objectifs et donc, plus je m'aime, plus les gens suivent aussi, quoi. Enfin, en tout cas, je me sens beaucoup plus confiant de m'assumer et d'assumer qui je suis. Mais pareil aussi, par exemple, si je te parle de mon homosexualité qui me définit aussi, plus je l'ai dit, plus je voulais moins me cacher, plus j'étais assumé, parce que mon premier album, ça a été un peu le coming out général, et ben moins j'ai eu envie de me cacher. Les problématiques qui nous paraissent des montagnes quand on a 14, 15 ans, qui nous paraissent infranchissables, c'est des choses qu'aussi avec l'âge et avec le temps amènent beaucoup de réponses, tu vois. Moi, les questions que j'avais quand j'avais 15-16 ans, où je me disais, mais c'est pas possible, je vais me foutre en l'air, quoi. J'arriverai jamais à avoir les réponses, j'arriverai jamais à sortir de cette impasse-là, tu vois. Même la société en général voudra pas me donner les réponses, elle est contre moi. Et ben, avec le recul où tu apprends justement à l'accepter, à le dire et à être OK avec ça, toi en premier lieu, et ben en fait, tu découvres que la société, bah, elle va faire avec et elle va suivre. Et c'est ça qui est beau. Plus, en tout cas, t'es bien avec toi-même, mieux je pense que tu es en société. Aujourd'hui, je m'écoute fois 1000 dès que je me sens pas bien, dès que j'ai un petit truc un peu sombre où j'arrive pas à le dépasser, je préfère un peu prendre du temps. Je sais que j'ai besoin de ce temps-là pour après briller un autre jour, tu vois. L'amour est au centre de ton album. Ouais. C'est important l'amour pour toi? Bah ça, c'est des choses pareilles qui ont demandé pas mal de travail sur la connaissance de soi, justement, parce que l'amour, c'est quelque chose qu'on a tous en soi, mais qui est plus ou moins utilisé en fonction de nos environnements de chacun. Moi, j'ai grandi dans un environnement où on exprimait peu, on le verbalisait peu, voire pas du tout, et même les gestes. Tu vois, pendant longtemps, un câlin de mes potes, tu vois, c'était hors de question, quoi. Ne me touche pas. Pas tactile. Ne t'approche pas du tout, tu vois. Et en fait, parce que j'avais été éduqué de cette manière-là. C'était de la pudeur? Peut-être de la pudeur, beaucoup de gêne, pas d'habitude aussi. Pas à l'aise avec les sentiments. Pas à l'aise avec les sentiments, même pouvoir dire je t'aime entre potes et tout, c'était des choses
Même encore aujourd'hui, hein, tu vois, c'est des choses qui me cringe de ouf. Et je suis pas très à l'aise avec ça. Et donc, plus j'ai grandi, plus je me suis adouci avec le temps, entre guillemets. Non, mais on apprend. Et la chanson Love and Tendresse parle de ça. C'est quelqu'un qui, justement, s'est interdit toutes ces émotions-là, qui aujourd'hui le découvre et qui s'autorise ça, enfin. Et tu arrives à les accepter? Parce que du coup, tu as du mal à les donner, mais est-ce que tu arrives à les accepter quand quelqu'un t'envoie plein de sentiments, plein d'amour, plein de gestes tendres? Bah, j'essaye au maximum, tu vois, mais j'ai encore des murs, des murs énormes qu'il faut casser petit à petit avec le temps. Mais j'ai pas mal de défense encore, pas mal. Ça dépend des personnes, mais il y a des personnes pour qui c'est plus naturel que d'autres. Et dans ta chanson R+V, tu rends hommage aux personnalités qui t'ont aidé justement à te construire, à t'accepter, même s'il y en avait peut-être un peu moins, comme on disait, dans les années 2000. Est-ce que tu peux nous dire qui sont-elles, ces personnalités? Bah, y a pas mal de chanteurs, pas mal d'auteurs, pas mal d'artistes, Rimbaud, Verlaine, Elton John, Jean Genet, Freddie Mercury, qui ont été des figures sociétales. C'est des personnalités qui ont créé des voix qui n'existaient pas auparavant, et ils ont poussé des murs qui étaient un peu trop étroits. Et je pense que ça a été un vent de fraîcheur, de fou, que d'avoir ces personnalités-là. Et c'était rassurant pour toi justement d'avoir ces personnes-là à qui s'identifier? Bah, je pense que ça joue dans l'imaginaire un peu collectif. On a tous un peu des références que quand on était petit, que ça soit dans nos familles, même à la télé, où on voyait l'exubérance, le côté extraverti des personnalités, où on s'est dit « Waouh, il se permet pas mal de choses, cet humain-là ». Chose qu'autour de moi, on me montre pas, on m'explique pas. À l'école, on me montre pas ces choses-là. Même en famille, on me montre pas. Et parfois, c'est des choses qui nous ouvrent sur le monde et qui nous font devenir une autre personne, qui nous sortent de notre cercle défini. Et moi, je crois que ces personnalités m'ont aidé là. Et aussi une personnalité proche de moi qui on l'appelait Rose Tati, c'était ma tante. Et pareil, elle était d'une exubérance folle et elle avait une tonalité de voix. Et à chaque fois qu'on allait la voir, tu vois, je la regardais avec les grands yeux ébahis qui brillaient parce que elle m'autorisait des choses qu'on ne m'autorisait pas dans ma famille. Du coup, je crois qu'elle a suscité en moi un imaginaire en mode, mais en fait, je suis pas que destiné à ce qu'on me force à être. Oui, je suis obligée de rentrer dans des cases. Ouais, j'ai pas l'injonction de rester dans ces endroits-là. Je peux faire un pont entre deux mondes. Et du coup, c'est primordial, tu penses, d'avoir justement ces représentations à qui s'identifier? Ah bah ouais. Parfois, on ose remettre un peu de doute sur le pourquoi de la culture. Je crois que c'est essentiel pour ça. Pour nous montrer l'euphorie de l'humanité, pour nous montrer l'exubérance, les brillants de l'humain. C'est vrai qu'on parle beaucoup des réseaux sociaux et on oublie un peu aussi qu'il y a aussi la lecture, le cinéma, la musique, toutes ces choses-là. Énormément. Plus les personnages sont forts et plus ils sont... c'est un peu des super-héros de nos vies, quoi. Tu vois, c'est un peu des choses qui nous sortent de notre quotidien. Et parfois, les réseaux sociaux, malheureusement, on a des algorithmes qui peuvent parfois nous laisser dans un certain cercle. Et les livres, bah, c'est là où on fait aussi, les livres, même le cinéma, même la musique, c'est là où on peut faire des ponts et on peut sortir un peu et découvrir des choses qui ne sont pas forcément dans nos cercles. Le rôle modèle, c'est un terme du sociologue Robert Camerton qui désigne une personne dont le comportement, l'exemple ou le succès est ou peut être une stimulation pour d'autres personnes. Est-ce que toi, c'est un terme qui pourrait te correspondre et dans lequel tu te reconnais aujourd'hui? Je dirais peut-être jamais ça, parce que je crois que j'ai un peu de modestie. En tout cas, je crois dans ma musique et dans les textes, j'ai toujours pensé à un certain impact positif. Je me suis toujours posé des questions justement sur comment rendre un peu le monde meilleur, entre guillemets, même si c'est un peu comme ça naïf. Mais ça a été toujours pour moi quelque chose d'assez naturel que de poser les questions qui n'avaient pas forcément été posées auparavant et de tenter d'y répondre parce que j'étais. Et en tout cas, ce que je veux te dire, c'est que j'ai eu l'ego suffisamment bien présent dès ma naissance pour me dire que j'allais pouvoir aider d'autres gens.
et faire de la musique pour ça. Je savais que ma place était sur scène et que j'avais l'envie et j'avais la passion de me donner ce pouvoir-là. Pour moi, égoïstement au début, et ensuite, dans un deuxième temps, pour les gens qui voudront bien s'y lier. Je suis ravi de voir que ça a aidé des gens quand je reçois des messages, même sur les réseaux, pour me dire tu m'as donné une autre grille de lecture, quoi. Et donc, si on peut appeler ça un rôle modèle, tant mieux. Voilà, j'ai vraiment le côté impact, en tout cas, faire réfléchir pour tenter de regarder le beau. C'est le plus beau, la plus belle chose quand une chanson, on voit qu'elle dépasse en fait. Par exemple, comme Kid, qui est une chanson qui a aidé beaucoup de gens, en tout cas sur leur virilité, sur aussi s'accepter, peut-être en tant qu'homosexuel ou même juste en tant qu'homme avec des émotions, voilà. Ça a aidé énormément de gens et voir que cette chanson est dans les manuels scolaires aujourd'hui, dans certains manuels de SES et passe à l'Assemblée nationale contre les thérapies de conversion, c'est des choses qui te dépassent, tu vois. C'est cette chanson, en fait, qui a un rôle modèle plutôt, tu vois. Oui. Moi, j'ai été que l'auteur. C'est quand même la tienne. Et en juin 2021, tu es victime d'un harcèlement en ligne massif après avoir chanté dans le cadre d'un festival à l'église Saint-Eustache à Paris. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé ? C'était une invitation d'un festival qui s'appelle Chi va piano va sano. Ils ont pour habitude d'organiser des festivals dans des lieux, dans un lieu notamment l'église Saint-Eustache, qui est une église à Paris, qui ouvre d'ailleurs sur une œuvre de Kees Haring, qui est un magnifique artiste qui est décédé du sida. Et j'ai chanté une chanson qui s'appelle À quoi bon et qui justement parle du lien entre un sacré et l'homosexualité. Parce qu'on dit souvent que dans les textes religieux, la notion d'homosexualité est bannie. Et donc, pour moi, la question se pose. Comment on lie les deux ? Comment je peux vivre, du coup, dans ces ouvrages ? Et donc, du coup, ensuite, après de la promotion sur les réseaux sociaux, c'est là un peu que ça a éclaté. Parce que, justement, certains mots n'avaient pas plu dans le lieu dit, qui était cette église. Et donc, après, on peut imaginer le nombre de messages et le nombre de menaces de mort. Et j'ai décidé assez naturellement de porter plainte. Ça lie un peu le rôle modèle, entre guillemets, dans un premier lieu, parce que je voulais pas laisser, moi, personnellement, ce genre de choses-là derrière moi sans aller jusqu'au bout, trouver une réponse. Et je me suis dit que la meilleure réponse nous paraissait être la justice. Et après, je voulais aussi faire avancer ces questions-là sur le cyberharcèlement en général. C'est des choses sur lesquelles on a des petits qui se suicident encore aujourd'hui. Je pense au petit Lucas et bien trop d'autres parce que en fait, ils se font... on parlait des montagnes tout à l'heure à l'âge de l'adolescence où on est devant un mur et on n'a pas de sortie possible. Et si, en fait, il y a des sorties possibles, même si ça te paraît infranchissable là maintenant, on va mettre des choses en place, quoi. Et la société va s'inverser. Le geste, par exemple, là, que le gouvernement actuel a mis en place pour faire sortir les agresseurs plutôt que les agressés des écoles, enfin, en fait, on met le problème, on bouge le curseur, tu vois. Oui, c'est plus la victime. Voilà, c'est plus la victime, le problème, c'est les agresseurs. Donc, tant mieux que ces choses-là prennent conscience et tant mieux aussi que de plus en plus de personnes puissent porter plainte. J'ai utilisé de la tribune que j'ai aujourd'hui pour aller dans le bureau de police et ils m'ont accueilli les bras ouverts évidemment parce que pour eux aussi ça faisait avancer la situation et il faut qu'on fasse des bonds comme ça, il faut qu'on puisse utiliser nos statuts pour faire avancer nos sociétés. Et donc pour toi c'était une évidence de porter plainte, Une évidence, ouais. Je savais pas comment trop répondre autrement. J'avais fait de la pédagogie sur mes réseaux sociaux pour expliquer justement que cette église a toujours soutenu des œuvres artistiques de tous les bords et que c'était justement l'ouverture de l'église de Saint-Eustache. Il y a même le prêtre qui m'a appelé pour me dire qu'il n'y avait pas de souci, que toute l'église avait validé le fait que je chante en tant qu'artiste ouvertement homosexuel ce genre de chansons dans le lieu. Donc voilà, il
Il faut qu'on avance avec ces questions-là. On parlait d'agressivité tout à l'heure. Je pense que cette ultra-agressivité d'une certaine catégorie de personnes qui ont répondu de cette manière-là et de manière la plus haineuse possible, n'est pas la bonne façon de répondre et de discuter dans ce genre de situation. Et pour moi, il était évident qu'il fallait que je leur explique ça. Donc je les ai vus un à un au tribunal et j'ai écouté leur discours et j'ai écouté pourquoi. Et certains j'ai compris, certains j'ai pas compris. Et on n'est jamais vraiment préparé à ça. Je pense que tu n'avais pas forcément anticipé qu'après ton concert, il pouvait y avoir une telle vague de haine. Comment tu l'as vécu? Est-ce que de suite tu t'es dit « Ah non, mais c'est pas possible, je vais porter plainte » ou il y a eu une phase quand même où on se demande « Mais le ciel me tombe sur la tête, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ?» C'est assez rapide, hein, c'est pendant 3-4 jours. Mais ce qui est le plus... En fait, recevoir des messages de haine, même si personne ferait ça dans la rue... disons... C'est les réseaux sociaux. Voilà, malheureusement, on en est encore là, mais le plus troublant, c'est des gens qui connaissent ton adresse, qui t'envoient des horaires, qui t'envoient des lieux de ton emploi du temps, avec des photos de ta tête coupée. C'est ça le plus violent, en fait. C'est la réalité, en fait. C'est quand le virtuel devient réel, que ces gens connaissent bien plus que des choses virtuelles de toi. Et c'est là où c'est le plus troublant, le plus où ça fait peur véritablement, tu vois. Tu te dis merde, putain le gars il va à chaque fois en sortant de chez moi, il fallait je check, tu vois. Donc j'avais pas du tout envie de vivre dans ce système-là, dans ces émotions-là. Donc au-delà d'être blessant, en fait, tu as carrément vécu dans la peur en te disant peut-être que demain quelqu'un va arriver dans la vraie vie. Ouais, mais on avait ça des sort de équipes. l'écran. À l'époque, on avait pris des équipes de garde du corps, de suivi. On allait faire des dédicaces et tout dans les Fnac à l'époque. Même la Fnac de Marseille a annulé parce qu'ils voulaient pas ils voulaient pas d'histoire. Ouais, ça sort complètement du virtuel, quoi. Ouais, ça sort du virtuel, ouais. Et du coup, il faut qu'on règle ces choses-là dans le réel. Et tes harceleurs, ils ont été condamnés ou pas? 6 mois avec sursis pour certains et des peines budgétaires. D'accord. Et toi, comment t'as réagi au verdict? Est-ce que c'était une victoire ou est-ce que t'as justement vu le verre à moitié plein ce jour-là? On a décidé avec mes équipes et mes avocats justement de mettre une victoire sur... Il y a eu plus de 3 ou 4 000 messages, donc sur 13 condamnations, autant te dire que... C'est une petite poussière. Une petite poussière. Mais on s'est dit que... Ça servait la justice, ça servait le combat, que de dire, regardez, on a quand même réussi à condamner 13 personnes, ils se sont expliqués, ils se sont dit dans le réel qu'il ne fallait pas faire ça dans le virtuel. Et pour la plupart, c'était juste, oh non, mais j'envoyais un message. Ils se rendaient pas compte. J'envoyais juste des messages comme ça, c'était pour rire, enfin, tous mes copains le faisaient, il y avait des raids, tu sais, ils appellent ça des raids, tout le monde le faisait, donc je l'ai fait, tu vois. Et en fait, ils se rendent pas compte en fait que juste ce genre de message fois 3000, les conséquences que ça peut avoir. Et c'est là où en fait on a un rôle de pédagogie générale là-dessus. De sensibilisation auprès des victimes. Totalement. Et des potentiels agresseurs. Et potentiels agresseurs qui savent même pas qu'ils sont agresseurs, qui même eux, la plupart c'est souvent comme ça d'ailleurs, ils se rendent pas compte quoi. Tu vois. Et il faut qu'on comprenne que dans la rue, tu vas pas voir une personne, tu lui dis je vais t'éclater la gueule et il n'y a pas 3000 personnes après qui arrivent autour de toi et qui disent je vais t'éclater la gueule, je vais te trucider. Ça n'existe dans aucun des mondes. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les gens se rendent plus compte. C'est la guerre, quoi. C'est vrai qu'on se rend plus compte, on envoie un message et on a l'impression que c'est rien du tout en fait. On se rend pas compte qu'il y a des personnes derrière qui le reçoivent. Ouais, après, moi, je fais jamais ça. Même à qui que ce soit, j'envoie pas. Même à Miley Cyrus, ou même à Taylor Swift, ou même à Kanye West, j'envoie pas « Salut, je t'aime », tu vois. Oui, même des messages positifs. Même des messages positifs, j'envoie vraiment pas. Mais bon, je kiffe plus les messages positifs que les messages négatifs. T'es quand même content de recevoir des messages positifs. Oui, les « Salut, je t'aime », j'aime bien. Et tu gardes des séquelles aujourd'hui ou pas du tout? Non, à part les médias qui en parlent souvent, qui en font une actualité, entre guillemets, un moment. Non, j'essaie de le mettre derrière moi. C'est vrai que je pense qu'on en parle parce que, comme tu dis, c'est très rare ceux qui vont jusqu'au tribunal et qui obtiennent des condamnations. Totalement. Et c'est vrai que je pense que c'est important, même comme tu disais, pour les jeunes qui se font cyberharceler, de se dire, mais en fait,
C'est peut, pas impuni. ouais, Je ouais, peux ouais, aller ouais. dire, bah non, c'est pas bien. Et Carrément. c'est reconnu. Et il y a énormément d'associations qui suivent et qui peuvent accompagner justement tous ces jeunes à comment... Il y a même, je crois, un numéro qui est mis Exactement, en place. j'allais le rappeler pour Voilà. les victimes de harcèlement scolaire et beaucoup de cyberharcèlement, c'est le 3018. Voilà, faut pas hésiter à les contacter, c'est le numéro national. Et ils accompagnent les jeunes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc voilà, faut pas hésiter à contacter le 3018, c'est très important. Exactement. Et c'est des gens qui sont prêts à les accompagner à tout niveau. Et ouais, faut vraiment pas avoir peur de ça, quoi. Complètement. Mais même en plus, si ça mène pas jusqu'à des condamnations, je pense que c'est important que tout le monde se mobilise, le fasse remonter. Peut-être qu'au bout d'un moment, les agresseurs ils vont se dire bon, bah, en fait, on va peut-être arrêter, j'ai pas envie non plus. Carrément. On arrive déjà à la fin de cette interview. Je sais pas s'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu aimerais aborder. C'est Tellement. vrai Ouais. Lesquels? Trop. Mais bon, je pense que ça durera 5 heures. 5 heures? Est-ce que peut-être tous les gens ont 5 heures à nous écouter? Non, du coup, j'ai des dernières petites questions. C'est plus le blind test feeling et un souvenir qui te fait sourire. Je dirais mon dernier Olympia. Parce que, évidemment, il y avait une énergie particulière et c'est une fierté. Ouais. Une musique qui te met de bonne humeur. En ce moment, je fais du sport sur le dernier album de Dua Lipa. Sur la pochette, elle a mis un requin en pleine mer et que même vis-à-vis de cette extrême urgence que d'être devant un requin qui va te manger, il faut trouver le radical optimisme. Et la dernière fois que tu as pleuré? Bah, je crois que c'est à l'Olympia aussi. De joie? Ouais, de joie, ouais. Ou tout qui se mélange peut-être? Ouais, multiples émotions, ouais. Et au contraire, la dernière fois que tu as été très heureux? Le soleil aujourd'hui, franchement, voilà. Franchement, tout bête. Le soleil à Paris, là, tout à l'heure, j'étais en vélo et je me suis dit, putain, il y a les gens en terrasse, ça y est, l'été arrive. Voilà. C'est vrai, ça fait du bien. Et quelque chose qui te remonte le moral quand tu ne vas pas bien? Ah, c'est dur, ça. Quelque chose qui me remonte le moral. Faire du sport ou écouter un podcast. Super, mais parfait, ça y est, on a terminé. Merci. C'est fini. Merci beaucoup, Eddy, c'était super. Salut. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et d'être chaque semaine toujours plus nombreux. Nous reviendrons très vite avec de nouveaux invités pour parler sans filtre de santé mentale. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos proches, à nous envoyer vos commentaires et à nous mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Ce podcast est une création Santé Psy étudiant, produit par l'Acme Productions, écrit et animé par Vicky H, enregistré au studio Capitaine Plouf avec une composition de Léo Westphal et une post-production de Simon Zrak. À très vite!